transport voyageurs, une nouvelle façon de voyager. Vous êtes sur le miroir de la femme. Messieurs, dames, bonsoir et ravi de vous retrouver à travers cette grande édition d'information en ce samedi 11 décembre 2021. Conférence débat ce matin organisée par la Haute Autorité de lutte contre la corruption et les infractions assimilées Halsia en collaboration avec la police nationale autour d'une table ronde. Zainab Gagara qui commente les images de Abdel Nasser Abdou. Rôle de la police nationale dans la lutte contre la corruption au Niger est le thème de cette conférence débat. Organisée par la Haute Autorité de lutte contre la corruption et les infractions assimilées Halsia en collaboration avec la police nationale. Cette conférence rentre dans le cadre de la Journée internationale de lutte contre la corruption, une occasion pour le vice-président de la Halsia de revenir sur les objectifs visés à travers cette conférence. Hier, après le lancement, nous avons jugé utile aujourd'hui de faire une conférence à huis clos avec nos collègues de la police, c'est-à-dire avec la police nationale de notre pays. Et pourquoi avec la police? C'est pas un effet de hasard, parce que nous avons compris et nous le savons que la police est un maillon important, en tout cas de la lutte contre la corruption et dans la prévention et dans la répression. Et c'est pourquoi nous pensons que, vu le rôle que la police joue dans ce que nous faisons comme travail de tous les jours, ils sont au centre, mais en début et en fin. Et c'est pourquoi nous avons pensé qu'il est utile pour nous de faire une conférence avec eux sur pratiquement le rôle de la police dans la lutte contre la corruption. Quel rôle elle joue. À eux de parler pour nous dire exactement c'est quoi le rôle qu'ils jouent, c'est quoi les difficultés qu'ils rencontrent, c'est quoi les perspectives qu'ils ont eux-mêmes dessinées pour faire en sorte que la corruption dans ce pays-là donc soit définitivement endiguée. La police nationale n'est pas restée en marge de ce mouvement. La police nationale joue un rôle important dans le cadre de la lutte contre la corruption. Nous l'avons montré à travers les mécanismes que nous mettons en branle pour lutter contre la corruption. Lutter contre la corruption de manière globale, puisque en police judiciaire, tous les dossiers de lutte contre la corruption qui sont traités par la Halsia ou les inspections générales sont transmis généralement à la police judiciaire pour enquête. Et maintenant, aussi en notre sein aussi, nous avons des mécanismes qui permettent en tout cas de contrôler à travers l'inspection générale des services de sécurité notamment, de contrôler les pratiques corruptives qui peuvent avoir lieu au sein de la police nationale. Donc lorsque c'est avéré, en tout cas les enquêtes sont diligentées pour sanctionner administrativement et souvent pénalement les agents indélicats qui peuvent être versés dans la corruption. Donc en tout cas chez nous, les mécanismes maintenant de prévention même de cette corruption sont intégrés au niveau de la police nationale où un module est en train d'être enseigné sur l'intégrité du fonctionnaire de police nationale pour qu'il fasse son travail conformément au code d'éthique et de la déontologie et du règlement de discipline générale. Donc toutes choses qui aident en tout cas à encadrer l'activité
des agents de sécurité en général, particulièrement ceux de la police nationale. Espérons qu'autour de cette table ronde qui réunit les membres de la haute autorité de lutte contre la corruption et les infractions assimilées Halsia et la police nationale puisse être un terrain de combat définitif contre ces phénomènes de corruption qui gangrènent notre société. Cérémonie de signature d'une convention de partenariat entre la Direction générale des impôts et la société Niger Télécom. C'était donc cet après-midi à l'hôtel Bravia de Niamey en présence de nos reporters Alouma Mansani et Ibrahim Kantama. Dans le but de rendre le système de gestion des finances publiques efficace à travers la mise en œuvre des politiques nationales de développement et la réduction de la pauvreté, la Direction générale des impôts décide désormais de se conformer à la nouvelle donne pour la digitalisation du système fiscal au Niger. C'était à l'occasion d'une signature de convention de partenariat entre la DGI et la société Niger Télécom, une société nationale leader en télécommunications, pour la fourniture des services Internet et les zones spécialisées data. Cette cérémonie historique de la signature de convention a enregistré la présence de plusieurs personnalités, notamment le ministre conseiller du président de la République, des cadres de la Direction générale des impôts et ceux de la société Niger Télécom. Le ministère des Finances a entrepris depuis quelques années un vaste et ambitieux programme de digitalisation du système fiscal afin de le rendre plus performant. La réussite de ce programme, qui vise l'adaptation de la réglementation fiscale à l'environnement économique d'une part et l'orientation de l'activité de service vers les résultats d'autre part, exige une couverture fiable et de réseaux Internet et d'interconnexion de l'ensemble des services existants et futurs de la DGI, y compris ceux situés dans les zones les plus reculées de notre pays. Pour la concrétisation de cette ambition, Niger Télécom est devenue incontournable car elle a tout simplement les capacités. L'architecture technique du système d'information de la DGI nécessite une connexion permanente et sécurisée afin de permettre aux utilisateurs internes, aux partenaires et contribuables d'y accéder avec la plus grande facilité. La DGI a en effet mis en place un outil de gestion innovant qui constitue non seulement une source féconde d'informations sur le droit fiscal applicable, mais aussi un vecteur de la simplification des procédures fiscales. Sans les services de Niger Télécom, la DGI ne peut offrir les téléservices comme les déclarations et paiements des impôts en ligne, la consultation du dossier fiscal ou les demandes d'attestation de régularité fiscale en ligne. Elle ne peut non plus exploiter les interfaces électroniques d'échange de données avec la Direction générale des douanes, du Trésor et d'autres administrations avec lesquelles nous sommes aujourd'hui en interface. Notre réforme phare du moment, qui est le système électronique certifié de facturation, centralise les données grâce au service de Niger Télécom. Prenant la parole en cette circonstance, le directeur général du Niger Télécom, Issaka Diaharou, affirma que désormais la société Niger Télécom dispose de salles d'équipement dignes des data centers pour le stockage et la sécurisation des données les plus modernes. Il demande d'autre part aux autres entreprises et organismes de grande envergure à emporter le pas. Notre engagement à respecter les termes de ce partenariat est sans équivoque. Nous vous réaffirmons à cet instant solennel que tout sera mis en œuvre pour vous satisfaire. Grâce au soutien et au concours de l'État du Niger, Niger Télécom s'est engagé à assurer et garantir l'Internet haut débit à l'administration nigérienne, aux entreprises, aux sociétés et au grand public à un prix largement accessible. Ceci traduit l'engagement de Niger Télécom d'être un acteur majeur des télécommunications au Niger. Et aujourd'hui, Monsieur le Directeur Général, grâce à ce partenariat, nous sommes plus que confortés dans notre positionnement de rendre les TIC accessibles à tous les Nigériens et répondre efficacement à leurs attentes et besoins multiformes. Ainsi donc, nous appelons les structures de l'État, les entreprises et autres organismes à emboîter le pas à la DGI
pour qu'ensemble, nous puissions contribuer à la digitalisation de l'économie de notre pays. Cette cérémonie de signature de convention entre ces deux entreprises de grande envergure est la première dans l'histoire du Niger. Cependant, la société Niger Telecom et la Direction générale des impôts ont décidé, à travers ce partenariat, de conjuguer leurs efforts et leur interdépendance en matière de technologie pour faciliter la relation entre l'administration fiscale et le contribuable pour une réelle obligation de résultat. Poursuite de la campagne de sensibilisation sur la consommation de la chicha, une sortie organisée par le service compétent de la Direction générale de la police. Haïssa Adamou et Abdelmoumouni Abdraman pour le reportage. Face aux élèves de Darul Hadith 1 et du complexe scolaire El Maestro, la police nigérienne, à travers sa division de la protection des mineurs et de la femme et celle de l'antidrogue, s'emploie à sensibiliser ses élèves. L'objectif est d'amener cette jeunesse à prendre conscience du danger de la chicha et l'utilisation néfaste du téléphone portable à travers un langage de vérité dans la lutte contre la délinquance juvénile. Il n'y a pas de quantité de drogue qui est autorisée à vendre. Est-ce que c'est compris? Il n'y a pas de quantité de drogue. Quelle que soit la quantité, quand tu prends avec, c'est ta place au niveau de la prison. Tu n'as aucune autorisation. Personne ne donne une autorisation pour vendre de la drogue. C'est combattu. Et c'est interdit. Le petit comprimé de tramol que tu vas prendre va t'amener en prison. Après les établissements la matinée, la sensibilisation se poursuit la nuit au niveau des fadas où se réunissent les amateurs de la chicha. Ce nouveau phénomène de consommation de chicha où les jeunes profitent pour introduire certains stupéfiants encore plus dangereux et ils s'adonnent à cette consommation de manière exagérée, ce qui fait en sorte que la majorité de ces jeunes se retrouvent devant nous parce que tout simplement ils arrivent à rentrer en contact avec, en conflit avec la loi sous l'emprise de ces produits stupéfiants. Donc c'est ce constat qui nous a amené à initier ces campagnes de sensibilisation pour venir rencontrer cette jeunesse et attirer leur attention par rapport à la consommation de ces stupéfiants, que ce soit la chicha et les autres produits stupéfiants qu'ils prennent, qu'ils comprennent tout d'abord que c'est dangereux pour eux, que ce soit sur le plan physique et mental, et c'est dangereux pour le développement du pays. Donc nous n'avons pas besoin d'une jeunesse malade, nous avons besoin d'une jeunesse en bonne santé, une jeunesse forte, une jeunesse responsable et une jeunesse qui va être en mesure de relever les défis auxquels nous faisons face. Donc voilà pourquoi nous avons pris cette initiative d'aller rencontrer ces jeunes pour les rappeler à l'ordre, pour qu'ils comprennent que ce n'est pas bon pour eux en premier lieu et c'est très mauvais pour toute la société nigérienne. Le message semble être bien perçu par la jeunesse et fort apprécié par les responsables des établissements ciblés. Je dis bien par rapport à la consommation des chicha dont ils ont parlé. Vous voyez, donc, il faut nous s'éloigner. Il n'y a pas de déluminer. À les yeux, tout c'est la catastrophe. La chicha, comme ils l'ont dit, quand vous expirez, ça veut dire qu'il y a 1000 personnes qui l'ont utilisé. Toutes ces 1000 personnes-là, tous celui qui atteint des maladies, vous allez l'emporter. Et quand vous l'emportez, vous n'allez pas en bourse avec, vous allez en famille avec. Si vous avez telle maladie, ça veut dire que c'est en famille. Donc ça contamine. Vous êtes en train encore non seulement de vous détruire et de détruire votre famille. Donc, la raison c'est quoi? C'est simple. Évitez chicha. Si c'est chicha, et vous allez voir dans les administrations des écoles, là, on s'organise pour développer l'acheter. Il faut aussi méfier. C'est le dit que vous voyez, dans le commissariat, tout ça, la série, parce que là-bas aussi, pourquoi tu ne vois pas, vous ne voyez pas au commissariat ou à la gendarmerie des gens qui font par exemple dans les farines qui voient ça, ou bien qui consomment ça? Pourquoi? Prenez l'exemple, regardez. C'est pas, il n'est pas, pas forcément qu'il faut avoir une connaissance pour voir quelque chose. À vivre, vous voyez, c'est pas bon.
Deuxièmement aussi, par rapport au produit là, qui rend la personne peut-être qui diminue l'intelligence ou qui rend la personne folle, tout ça là, vous voyez, tout produit qu'on n'achète pas à la pharmacie, méfiez-vous. Si quelqu'un, un grand frère comme vous a dit, prenez ça pour les maux de tête, prenez ça, s'il vous plaît, regardez. Si c'est un produit qu'on peut acheter à la pharmacie, si ce n'est pas le cas, méfiez-vous. On vient juste de prendre l'information et tout c'est grâce à vous. Je suis trop ravi, ça va nous arranger, surtout nous les jeunes et nos frères et nos sœurs. Bon, j'ai pris beaucoup de choses comme à propos des drogues et chicha et la cigarette en plus. Selon la police, cette campagne suffit pour dissuader les amateurs de la chicha pour agir conformément à la loi interdisant la consommation de la chicha sur la voie publique et certains comportements des jeunes sur les réseaux sociaux. Dans le cas échéant, la police a promis de passer à l'étape de la répression pour préserver la santé des jeunes. La suite de cette édition, le gouverneur de la région de Niamey a rencontré les partenaires de l'éducation en vue d'examiner la situation qui prévaut dans la région de Niamey après le constat de la suspension des activités académiques depuis un certain temps. D'autres précisions avec Ramatou Oumarou. Animé par les soucis de la création des conditions garantissant une bonne année scolaire, le gouverneur de la région de Niamey, Oudou Ambouka, a rencontré hier les partenaires de l'école de la région, à savoir le DREN, les parents d'élèves, la ville de Niamey, les membres de la section lycéenne et collégienne, les opérateurs économiques chargés de l'exécution de certains marchés au titre des infrastructures et équipements des classes. Il s'agissait de présenter à ces derniers la situation qui prévaut dans le secteur de l'éducation afin de trouver des pistes de solutions. En effet, depuis quelques jours, la structure syndicale scolaire de la région de Niamey, dénommée section lycéenne et collégienne, a suspendu toute activité académique suite à un mot d'ordre. Au niveau de leur plateforme revendicative, la section s'est basée sur la question des infrastructures, les tables bancs, la suppression des classes paillotes, le recrutement des enseignants, l'arrêt des rotations des cours de la région de Niamey, auquel s'ajoute la revendication de la libération de leurs camarades de lutte détenus à la prison civile de Niamey. Pour leur part, le directeur régional de l'enseignement national et le deuxième vice-maire de la ville de Niamey ont eu à donner quelques éclaircissements sur la situation des tables bancs. L'opérateur qui a le marché des tables a aussi témoigné de l'existence de 2464 tables bancs qui seront livrées dans les établissements avant le retour des élèves du congé dans ce mois de décembre. D'ores et déjà, une décision idoine a été prise par le gouverneur de la région de Niamey pour la bonne marche du système éducatif. Avant de rappeler que lors d'un conseil de ministres récent, les autorités ont décidé de la suppression des classes paillotes pour les préscolaires. Rappelons aussi que l'éducation fait partie du priorité du président de la République. C'est dans ce sens qu'il ne ménage aucun effort pour trouver des solutions appropriées aux différents maux qui minent le secteur éducatif nigérien. De son côté, le coordinateur du mouvement Tournant la page, Michael Zodi, a animé cet après-midi même à la maison citoyenne un point de presse. Il est relatif à la situation sociopolitique de notre pays. Un extrait de son intervention au micro de Omar Rigo. Les activités prévues pour le 12 décembre 2021, 3 régions ont réussi à déposer leur déclaration de manif, à savoir Dosso, Maradi et Niamey. Effectivement, au niveau de Dosso, ils ont réussi, comme c'est systématique quand la société civile organise ces genres d'activités, les arrêtés d'interdiction. Dosso a réussi son arrêté d'interdiction, ils ont concédé et ils ont décidé de reporter la manifestation pour le 19 décembre 2021. Maradi a reçu son arrêté d'interdiction. Ils ont attaqué en référé. Le délibéré sera dit à 17h. Nous entendons incessamment l'appel des camarades de Maradi
pour en savoir qu'est-ce qui s'est passé. Par rapport à Niamey, les autorités de la ville de Niamey, toujours dans leur logique d'interdire systématiquement les manifestations, nous a notifié ce matin à midi 1 minute l'arrêté d'interdiction de la manifestation. Et vous le savez que normalement, pour notifier l'arrêté, ce n'est pas au coordinateur national, mais c'est aux organisateurs, les signataires. Mais de façon illégale, ils étaient venus ici pour me notifier l'arrêté d'interdiction à quelques heures de la manifestation. Nous l'avons dit que nous sommes une organisation légaliste, nous sommes une organisation pro-démocratie. Nous avons décidé d'attaquer cet arrêté. Et effectivement, nos avocats ont fait le recours, mais très malheureusement, à l'heure où je vous parle, jusqu'à présent, aucun juge n'est disponible. Il vous souviendra, la semaine passée, quand nous avons attaqué un référé en première instance, nous avons gagné le procès, l'État a mis tous les moyens pour qu'un samedi, on puisse aller en appel. Et ils ont trouvé le juge, le bon juge, pour empêcher, pour entraver cette liberté fondamentale. Mais nous, aujourd'hui, personne n'est là, personne n'est disponible. Les tentatives, les multiples tentatives de nos avocats sont sans suite. Jusque-là, nos avocats sont en train de chercher. Quand cela ne tient, nous attendons le retour de nos avocats. Mais ce mouvement que nous avons engagé, il faudrait comprendre qu'effectivement, il y a une campagne de dénigrement de notre organisation. Mais cette campagne échouera parce que la vérité est avec nous et nous le savons très bien. Vous savez, qu'est-ce qui dérange dans tout ça là? Parce que le mouvement a atteint un cap. Le cap où ce n'est plus, notre problème, ce n'est plus les Français, mais c'est l'élite, les autorités qui nous ont imposé ces bases militaires-là, qui ont accepté à ce que les bases militaires viennent s'installer chez nous. Et nous en venons à présent à la revue de presse hebdomadaire, comme à chaque semaine. Rally Assami a parcouru pour nous les journaux parus au cours de cette semaine. Très bonne réception. Bonsoir. Conseil de sécurité. Le président Mohamed Bazoum préside un débat de haut niveau sur la sécurité dans le contexte du terrorisme, a écrit dans ses titres le journal L'Indépendant Plus. Depuis la déconstruction de l'État libyen, le Niger a fait montre d'une grande résilience en matière de lutte contre le terrorisme, malgré la résurgence de groupes armés dans 4 pays frontaliers du Niger. Cette expérience sera, selon le journal, une fois au centre des discussions au Conseil de sécurité des Nations Unies. Le Niger, qui assure la présidence tournante du Conseil de sécurité des Nations Unies, va conduire ce jeudi 9 décembre 2021 à New York un débat de haut niveau relatif au maintien de la paix et de la sécurité internationale, la sécurité dans le contexte du terrorisme et des changements climatiques. Le président Bazoum Mohamed, dans l'intervention au Forum sur la paix et la sécurité de Dakar, a marqué les esprits, présidera ce débat de haut niveau avec la participation du secrétaire général M. Antonio Guterres et du président de la Commission de l'Union africaine M. Moussa Faki Mahamat. Cette importante session permettra, selon le confrère, de discuter de la manière dont la communauté internationale pourrait renforcer sa stratégie sécuritaire en s'engageant pleinement dans la lutte contre le terrorisme et les changements climatiques. Présentant le programme de travail du Conseil de sécurité pour le mois de décembre, M. Abari, ambassadeur du Niger auprès des Nations Unies, a indiqué que c'est un grand moment pour le Niger de présider pour la 2e fois les travaux de cet organe après la présidence de septembre 2020 et avant la fin de son mandat
jusqu'à le 31 du mois. Le mandat de M. Abari en tant que président du comité des sanctions sur la République démocratique du Congo et la République centrafricaine s'achevant également à la fin du mois, il a annoncé qu'il ferait un briefing à ce sujet. Pendant ce mois de décembre, au Conseil, il y aura un certain nombre d'adoptions liées au mandat, notamment sur la Somalie, Daesh et la sécurité à Abeille. Le Conseil se prononcera pour commencer sur un projet de résolution concernant les autorisations accordées aux États et organisations régionales qui coopèrent avec la Somalie dans la lutte contre la piraterie et les vols à main armée perpétrés au large de ses côtes. Le 10 décembre, Journée internationale des droits de l'homme, le comité des sanctions des Nations Unies, créé par la résolution 1591-2005 concernant le Soudan, va présenter son dernier rapport, nous apprend toujours le confrère, qui ajoute que le Conseil tiendra dans la foulée une séance d'information sur la mission intégrée des Nations Unies pour l'assistance à la transition au Soudan, MINUATS, au cours de laquelle le représentant spécial du secrétaire général M. Volker Perthes fera un exposé et présentera le dernier rapport du secrétaire général. Quant au journal L'Enquêteur, le rapporte dans sa parution comment l'élu à la tête d'un pays où les libertés collectives et individuelles sont durement bâillonnées et où la corruption règne un maître, le président nigérien a gâché de sa participation le sommet pour la démocratie organisé par Joe Biden. En organisant le sommet pour la démocratie 9-17 décembre 2021, Joe Biden a donné vie à l'une de ses promesses de campagne. Après le chaotique passage de Donald Trump à la Maison-Blanche, le pays de l'oncle Sam a plus que besoin de réaffirmer son leadership dans la lutte contre l'autoritarisme et la corruption, ainsi que le respect des droits de l'homme. Par la même occasion, l'administration américaine tente d'une certaine manière de couper l'herbe sous les pieds de la Russie et de la Chine, les puissances rivales de Washington. La véritable intention des États-Unis est de privatiser, de politiser, d'instrumentaliser et de transformer en arme la démocratie pour faire avancer leur agenda géopolitique, a réagi Pékin. Ce coup de sang de Chinois n'a pas empêché à Joe Biden de chapeauter son sommet par vidéoconférence auquel ont été conviés les dirigeants de quelques 110 pays et territoires à travers le monde. Les observateurs se sont étonnés de voir le Brésil dirigé par un président d'extrême droite parmi les pays hôtes. Mais il y a eu une autre participation qui aurait dû susciter tout autant l'indignation des défenseurs de la démocratie, c'est celle de Bazoum Mohamed, le chef de l'État du Niger. Le journal estime que le chef de l'État du Niger n'a pas sa place dans un forum axé sur les valeurs de la démocratie universelle. Je suis d'autant plus heureux de participer à ce sommet que par choix et conviction politique personnelle, je suis un adepte de la démocratie pour l'avènement et la consolidation de laquelle j'ai beaucoup lutté dans mon pays, le Niger, a déclaré Bazoum Mohamed. Le reste du monde l'ignore sans doute, mais le journal écrit que ses propos sont en porte-à-faux avec la réalité que vivent les Nigériens. Bazoum Mohamed s'est envolé pour le Forum international de Dakar sur la paix et sécurité en Afrique avant de rallier Washington, juste au moment où son régime a fait interdire une marche citoyenne pacifique, un droit essentiel à la démocratie justement. Pour la première fois au Niger depuis l'indépendance en 1960, un président démocratiquement installé a passé le témoin au terme de ses 2 mandats constitutionnels à un autre président. À la suite d'élections libres et transparentes, a ajouté Bazoum Mohamed. Une fois de plus, le journal ajoute que le chef de l'État est allé à contre-courant de la réalité. Au journal Le Hérisson d'ajouter que désormais, tout le monde est au même pied d'information sur la situation sécuritaire au Sahel. Du moins, celles qui ont suivi l'allocution du président de la République, Mohamed Bazoum, à Dakar. Un discours à lire, à relire et à terroriser, selon le journal. Le diagnostic de la situation sécuritaire au Sahel fait par le président Bazoum à Dakar est d'un intérêt certain, voire stratégique. Pour les Sahéliens que nous sommes, au quotidien de menaces, exactions et tueries terroristes, nous comprenons davantage l'ennemi qu'il est loin de l'imaginaire, qu'il ne s'agit nullement de ces motards aux allures d'affamés que nos forces de défense et de sécurité peinent à détruire. La plus grande force de l'ennemi réside, selon le journal, dans le fait qu'il est parmi nous et ou bénéficie de complicité au sein de la population. Le terrorisme étant devenu une véritable multinationale lucrative où s'affairent trafiquants de tout acabit, vendeurs d'armes, négociateurs mafieux, passeurs, criminels, etc.
Pour les autres pays bordant l'espace sahélo-saharien, précisément ceux de la côte atlantique où l'on commence à voir la métastase des leaders terroristes, il s'agit de découvrir ce qu'ils ignorent, les moyens de guerre et de communication dont disposent les groupes terroristes et leur mode opératoire, afin de prendre la mesure du danger et les dispositions idoines pour limiter les dégâts. Pour les partenaires occidentaux, particulièrement ceux de l'OTAN, l'organisation du traité de l'Atlantique Nord, qui ont fait la guerre en Libye, autour du chaos sémé dans cette partie du Maghreb, c'est de prendre leurs responsabilités pour assurer le service après-vente. Ce service après-vente passe, selon le confrère, par le démantèlement des réseaux de trafic d'armes, qui essaient un vaste espace allant de la poudrière libyenne à ce territoire désertique immense, et le renforcement des capacités techniques et matérielles des forces de défense et de sécurité des pays sahéliens. C'est le message que le président de la République, Mohamed Bazoum, a fait passer à Dakar. Nous apprend toujours le journal qui ajoute que ce fut un discours pragmatique, loin de la propagande haineuse et des théories complotistes amplement distillées sur les réseaux sociaux et vendues par les marchands d'illusions qui continuent malheureusement d'alimenter une opinion excédée par tant de meurtres sous ses yeux. Quant au nouveau républicain, il s'est intéressé cette semaine à l'interpellation à l'Assemblée nationale du ministre de la Défense nationale. Indatou, ministre de la Défense ou ministre sur la défensive, s'interroge en gros le journal. Actualité oblige, les récents malheureux événements de terrain ayant coûté la vie à 2 compatriotes ont alimenté le débat national sur la présence sur le sol nigérien des forces militaires étrangères. C'était dans cette optique qu'un député national du CPR Nganti de Kasumok, un parti membre de la majorité parlementaire actuelle, avait adressé une interpellation à l'endroit du ministre de la Défense nationale Al-Kassoum Indatou. Mais curieusement, à la surprise générale, le ministre Indatou n'a guère pointé le bout de son nez à l'Assemblée nationale pour apporter les réponses aux questions que les représentants du peuple avaient en vue de lui poser dans la gestion de la situation sécuritaire actuelle. Ni lui, ni un membre de son cabinet, ni le ministère porte-parole du gouvernement n'ont daigné se présenter à l'hémicycle à cet effet. Qu'est-ce qui pourrait expliquer ce mépris royal affiché à l'endroit de la représentation nationale, se demande le confrère, pour qui la réponse à cette question se trouverait justement dans la place qu'occupe même ce ministère dans la vie institutionnelle nationale, qui fait de ce département ministériel un simple prolongement de la compétence présidentielle et non une véritable administration publique comme cela devrait être. En effet, selon le journal, ce ministère a en charge les questions de défense nationale, donc de l'armée, dont le chef suprême, d'après la Constitution, est le président de la République. À cet égard, un tel ministère ne pourrait pas être, comme tous les autres ministères, disposant d'une grande marge de manœuvre pour agir à leur guise. D'ailleurs, sous les régimes d'exception militaire, le ministère de la Défense était détenu par le chef de la junte au pouvoir. Nous apprenons toujours le confrère qui explique que c'est pourquoi, depuis l'ère démocratique, la personnalité du titulaire de ce poste importe peu, car dans la réalité, tout est piloté à partir de la présidence et de l'état-major, contrairement aux autres ministères qui gèrent directement et intégralement la carrière des cadres et agents relevant de leur sphère de compétences statutaires. La carrière des militaires est plus l'affaire de l'état-major que véritablement celle du ministère de la Défense, qui n'est au demeurant qu'une simple tutelle administrative, s'exclame le journal, qui poursuit qu'on en est là, hélas, avec le cas d'Al-Kassoum Indatou, dont on se méprendrait lourdement sur les raisons de son absence au Parlement, en pensant qu'il aurait cherché à manquer de respect à cette auguste institution. À la vérité, il n'avait pas toutes les cartes en main pour pouvoir satisfaire à un tel exercice démocratique. La politique de la chaise vide aurait donc semblé la moindre des solutions face à une intervention qui aurait laissé les uns et les autres sur leur faim, conformément au sage adage populaire selon lequel, lorsque l'on n'a rien à dire, il faut néanmoins savoir se taire. Puis dans l'actualité à travers les journaux cette semaine, le journal La Nation s'est intéressé à la journée internationale de la lutte contre la corruption. Plus de 11 milliards de francs CFA recouvrés par la Halcia en 2021, écrit dans ses titres La Nation. À l'occasion de la célébration de la journée internationale de la lutte contre la corruption, célébrée le 9 décembre de chaque année, le président de la haute autorité de lutte contre la corruption et les infractions assimilées Halcia, M. Maïmoussa El Hadj Bachir, a annoncé
annoncé que plus de 11 milliards ont été recouvrés par son institution en 2021. Selon le président de la Halcia, la lutte contre la corruption est aussi une mission permanente qui requiert engagement et détermination. C'est pourquoi, devrait-il dire, la Halcia s'y attelle résolument avec la participation des autres structures au sein de l'État. Au titre de cette année, par exemple, le premier responsable de l'organe de lutte contre la corruption au Niger a indiqué que son institution a été vue sur plusieurs fronts, notamment la sensibilisation et la formation des acteurs, les opérations d'observation des élections, la mise en œuvre d'un programme de promotion de la gouvernance dans les services publics, la lutte pour l'organisation des examens et concours propres, la lutte contre la spoliation des biens publics, les actions pour une mobilisation soutenue des ressources internes de l'État à travers des opérations de contrôle sur les recettes fiscales, non fiscales et douanières. À titre illustratif, le journal ajoute que dans le domaine des investigations, le président de la Halcia a annoncé que son institution a enregistré quelques 185 plaintes et dénonciations au cours de l'année 2021 portant sur des infractions diverses. En outre, la Halcia a entrepris des actions pour une mobilisation soutenue des recettes internes de l'État. Ces actions réalisées en collaboration avec les directions générales des régies financières ont porté sur les recettes douanières fiscales et non fiscales. À ces niveaux, selon M. Maïmoussa El Bachir, au total, un montant de plus de 11 milliards de francs CFA a été recouvré au cours de cette année. Il s'agit là des actions qui vont se poursuivre en 2022. Devrait-il préciser en rappelant que notre ordre juridique a déjà intégré les dispositions relatives à la protection des témoins, des experts et des dénonciateurs dans les affaires de corruption et d'infractions assimilées, et la Halcia, dans le cadre de ses missions, s'emploie à rendre effective cette obligation légale, d'où son appel à une mobilisation générale. Puis le courrier qui rapporte à sa une la société civile aux trousses de Issoufou Mamadou pour haute trahison. Après tant d'affaires, le retour de la manivelle. Écrit en gros à sa une, le courrier. Moins d'un an après avoir quitté les affaires, l'ancien président nigérien Issoufou Mamadou va devoir faire face à son passif. Un passif fait de scandales financiers, mais également de faits constitutifs de haute trahison. C'est du moins ce que les organisations de la société civile envisagent d'exiger dans le cadre d'une manifestation populaire initialement prévue le 5 décembre passé, mais finalement interdite par décision judiciaire. Pour l'ancien président du Niger, c'est un retour de manivelle attendu selon des observateurs avisés. Ces 10 ans de gouvernance ayant été truffés d'affaires scabreuses dans lesquelles les intérêts du Niger et de son peuple ont été sinon compromis au profit de puissances étrangères, du moins mis à rude épreuve. Les affaires foisonnent comme tétards dans un étang, les unes plus graves que les autres. Et le courrier rapporte quelques-unes. L'affaire des fonds de l'armée. Les détournements des fonds destinés à l'armée pour son armement ont fait couler beaucoup d'encre et de salive, et la grosse interrogation a été de savoir si l'ancien président, qui ne s'est pas particulièrement investi pour que justice soit faite, est édifié sur la gravité des faits survenus au ministère de la Défense. Il le sait parfaitement, par le rapport d'audit certes, mais également par des rapports circonstanciés que la loi impose de lui soumettre régulièrement. L'examen des modalités particulières de passation de marché pour les besoins de défense et de sécurité, communément appelé code militaire, dont le courrier a reçu copie, indique que l'audit réalisé par le ministère Katambe n'apporte rien de nouveau au président de la République et à son premier ministre, qui sont parfaitement tenus au courant de tout. L'un et l'autre reçoivent régulièrement chaque semestre un rapport détaillé confidentiel sur les marchés passés, les fournisseurs, les matériels commandés, les montants mis en cause, etc. La loi pénale nigérienne prévoit, selon le journal, la peine de mort lorsque les sommes dissipées ou soustraites sont égales ou supérieures à 500 millions de francs CFA. Ce décret n'informe pas simplement sur l'information que les deux premiers responsables de l'État ont régulièrement reçue de droit sur les marchés du ministère de la Défense. Il souligne, selon le confrère, les infractions ou manquements qui sont formellement interdits. Il épingle entre autres en son article 72 les actes de corruption, les
fausses mises en concurrence, les mises en concurrence fictives, les fausses factures, les fausses attestations de services faits, ainsi que les ordres de paiement après délivrance d'attestations de services faits qui ne correspondent pas aux biens ou services effectivement fournis, ou alors que les travaux ne sont pas terminés ou l'ont été de manière non satisfaisante. La loi pénale nigérienne prévoit la peine de mort lorsque les sommes dissipées ou soustraites sont égales ou supérieures à 500 millions de francs CFA, ou si les biens dissipés ou soustraits sont d'une valeur équivalente. Dans le cas de l'audit des fonds de l'armée, le journal nous explique qu'on parle officiellement de 78 milliards de francs CFA. Et c'est l'essentiel de l'actualité à travers les journaux cette semaine. Très bonne lecture et à la semaine prochaine, Inch'Allah. Ce journal vous a été présenté par STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager.